Sophie Bessis déconstruit le mythe de la civilisation judéo-chrétienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai lu un commentaire sur ma chaîne YouTube suite à ma vidéo où je parle justement du mythe judéo-chrétien et un mec me dit voilà, lisez Sophie Bessis, elle a tout dit avant tout le monde, etc. Donc je me suis renseigné. Effectivement, Sophie Bessis est une historienne. Alors, ce n'est pas cette jolie femme africaine que vous voyez sur l'écran, là, ça c'est la présentatrice télé. Mais voilà, effectivement, Sophie Bessis est donc une juive tunisienne historienne qui a sorti récemment un nouveau livre sur lequel elle traite justement du mythe judéo-chrétien qu'elle démystifie complètement. Mais vous allez voir que finalement, comme dit Bouddha, on a tous 84 problèmes. Quand un problème part, un autre revient. Et cette phrase-là, elle est très cohérente à cette historienne-là parce que finalement, elle traite, vous allez le voir dans quelques secondes, elle traite elle démystifie le mythe judéo-chrétien pour finalement réimporter ou repointer le doigt sur un autre problème, alors qu'il n'est pas lieu d'être. Vous allez comprendre ce que je vais dire dans quelques secondes puisqu'on va se mater l'extrait justement de cette vidéo. Avant ça, mettez un like, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, chers amis, c'est très important. Mettez la cloche, abonnez-vous, mettez un like, commentez, blablabla. Ça aide pour le référencement et puis ça fait toujours plaisir. Puis surtout, si vous aimez bien mon caractère, ma personnalité et mes vidéos, bah, abonnez-vous, hein, ça ne vous coûte rien. Donc c'est sur France 24 que Sophie Bessis nous parle aujourd'hui. C'est parti. Un de ses essais nous élève et nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Journaliste historienne tunisienne, Sophie Bessis dissèque les rapports nord-sud depuis plusieurs décennies. Ce soir, elle nous parle de son nouveau livre, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Elle démonte un concept devenu central dans les récits politiques européens. Derrière cette expression qui semble prôner l'unité, elle pointe en réalité un outil d'exclusion. L'exclusion de l'islam, bien sûr, mais aussi l'invisibilisation des cultures juives arabes, notamment en Afrique du Nord. Sophie Bessis, merci beaucoup d'être notre invitée. C'est un plaisir de vous recevoir à l'occasion de cet essai. Merci à vous. Vous démontez justement le judéo-christianisme qui serait selon vous un mythe assez récent des années 80. Pourquoi selon vous ce concept prend-il si bien dans les discours politiques contemporains en Europe? Effectivement, il est apparu dans le langage courant dans les années 1980, au début des années 1980, même si on en a quelques traces, mais dans un tout autre domaine avant, qui est le langage savant de certains, d'études théologiques, etc., où il pouvait y avoir dans l'Antiquité des rapprochements judéo-chrétiens, parce que le christianisme n'était pas encore tout à fait détaché à l'époque du judaïsme. Mais effectivement, à partir du début des années 80, il y a cette invasion progressive dans le langage courant qui fait que tout homme politique, européen ou nord-américain d'ailleurs, hein, pas seulement européen, éprouve le besoin à un moment ou à un autre d'affirmer que la civilisation occidentale est une civilisation judéo-chrétienne. Bon. Donc, et effectivement, ce que j'essaie de démontrer dans cet ouvrage, c'est que ça sert en gros à plusieurs choses. D'une part, à occulter près de 2000 ans d'antisémitisme en Europe. Effectivement, si l'on est judéo-chrétien, on ne peut pas être antisémite, bien sûr, évidemment. Et donc, cela permet de faire silence sur cette longue histoire de l'Europe dont la personnalité, quand on parle de la chrétienté, la personnalité s'est forgée par la désignation du juif comme l'autre. Comme l'alter, comme l'oriental. Comme l'oriental, pendant des années. Donc, et on sait très bien que cet anti-judaïsme, puis cet antisémitisme a abouti au génocide hitlérien. Donc, une occultation d'abord. Et puis, si l'on prend la peine de penser à ce qu'est la révélation monothéiste, elle a 3 pieds. Elle a le judaïsme chronologiquement le premier, ensuite le christianisme et ensuite l'islam. Et vous démontrez justement que ce concept de civilisation judéo-chrétienne exclut, c'est un marqueur d'exclusion vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Tout à fait. Effectivement, quand on dit judéo-chrétien, où est l'islam? C'est-à-dire qu'on désigne, en disant la civilisation occidentale est uniquement judéo-chrétienne, on exclut l'islam dans le domaine de l'altérité. Jadis, le juif était l'autre qui était discriminé, sinon persécuté, et aujourd'hui, tout ce qui ressort du monde musulman est désigné, est renvoyé à une spécificité. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que cela détruit toute possibilité de rapprochement, et on connaît la dimension universelle de ces 3 monothéismes. D'ailleurs, très rapidement,
l'islam et le judaïsme se ressemblent beaucoup plus qu'aucun des deux ne ressemble au Bien christianisme. sûr, bien sûr. Vous parlez Alors, bon, petite pause évidemment, là, ça dure encore quelques minutes. Bon, moi j'aime bien ce qu'elle dit, hein. Je suis assez d'accord en réalité, mais il y a quelques petits... Disons que pour moi, le mythe de la civilisation judéo-chrétienne, il s'arrête dès lors que vous lisez les textes. On en a parlé très récemment avec von der Leyen qui nous dit que l'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. Des mots qu'elle a prononcés en 2022 dans l'université Ben Gurion en Israël. Quand on entend ça, on dit mais qu'est-ce que c'est? Donc évidemment, on lit le Talmud, on se rend compte que le Talmud est en fait une réinterprétation orale de la Torah, qui est le livre saint des Juifs. Donc ça a été réinterprété de manière orale par des rabbins. Et c'est vrai que dedans, il est quand même écrit que, par exemple, Jésus a été que les Israélites ont fièrement lapidé et demandé à ce que Jésus soit crucifié parce qu'il était un sorcier, qu'il pratiquait la sorcellerie, que c'était un mage, enfin que c'était un magicien, voilà. Ou encore que sa mère serait une péripatéticienne, pour ne pas dire le mot. Bah, c'est vrai que là, on se dit, bah, finalement, puis quand on regarde l'histoire, effectivement, qui a ordonné aux Romains de crucifier le Christ? C'est pas pour autant qu'il faut en faire des ennemis, pas du tout. Mais quand on nous rabâche constamment la civilisation judéo-chrétienne, on peut même aller encore plus loin. Je citerai même Youssef Indy qui en parle très bien, qui dit regardez le cas en Israël et en Palestine. Aujourd'hui, les Israéliens nous disent voilà, les Occidentaux se doivent d'être de notre côté parce que justement, nous avons le même ennemi. L'ennemi islamiste, le Hamas, les Palestiniens, etc. Et finalement, on dit d'accord, mais Israël, c'est quoi? C'est un État juif. Ok. Qui, je le rappelle, soutient quand même l'Azerbaïdjan en leur donnant des armes. L'Azerbaïdjan qui a quand même lutté contre les chrétiens d'Orient. Et on y reviendra d'ailleurs parce que j'ai retrouvé un extrait du Sefindi qui en parle très bien. Et c'est juste là, ça s'arrête pareil. Israël, qui nous dit nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, donc l'Israël devrait tendre la main aux chrétiens. Mais derrière, il finance l'Azerbaïdjan, enfin il finance l'armement de l'Azerbaïdjan pour liquider les chrétiens d'Orient. Donc en gros, pour Israël, quand les chrétiens sont arabes, on peut les liquider. Mais les chrétiens blancs, surtout pas. On va aller un petit peu plus loin, vous allez voir, on regardera l'extrait du Sefindi, mais on va reprendre ce qu'elle dit d'abord. Mais voilà, juste là, ça s'arrête. Et pour aller encore plus loin, je dirais même que quand vous lisez le Coran, vous vous rendez compte que Jésus, qui s'appelle Issa dans le Coran, est un prophète très respecté chez les musulmans. Et vous le regardez dans mes commentaires sur mes vidéos YouTube, à chaque fois les gens vous disent Kentra, merci de remettre justement l'église au milieu du village. Moi je suis musulman, je suis un mec honnête. Et vous savez, toi, Kentra qui est chrétien, Jésus est un grand prophète très respecté chez nous les musulmans. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc bref, on va reprendre, mais c'est pour ça, Sophie Bessis, c'est bien, elle reprend le contexte vraiment historique, c'est une historienne, donc ça paraît logique. Mais c'est vrai que, bon, pour moi, ça on a déjà dit des milliers de fois en fait. Mais c'est bien parce qu'elle apporte un nouvel angle en fait, un nouvel angle qui est peut-être pas suffisamment abordé, mais pour moi c'est pas ça le principal, c'est pas le fait qu'on exclut l'islam donc de cette civilisation judéo-chrétienne. Il faut savoir où est-ce qu'elle se situe la civilisation judéo-chrétienne. Elle se situe en Europe. Et effectivement, toute l'histoire, même ne serait-ce que déjà si on remonte au Moyen-Âge, les Juifs ont été extrêmement présents en Europe. D'ailleurs, je vous incite à regarder certains films de la propagande sous le dictateur allemand. Vous allez comprendre à quel point la communauté juive était ancrée en Europe. Et qu'à un moment, ça a posé problème parce qu'une élite, justement, a peut-être abusé de ses droits. Regardez même les rois, ce qu'ils pensaient. Certains ont donné énormément de droits au peuple juif, d'autres les ont expulsés. Mais c'est une communauté qui a toujours été très présente en Europe. Ce n'est pas le cas des musulmans. Les musulmans ont été présents, oui, il fut un temps en Espagne, fut un temps dans le sud de la France, fut un temps, mais ils n'ont pas été aussi présents et aussi intégrés, disons, que les juifs en Europe. Parce que souvenez-vous, pareil, là on parle de texte. Les musulmans ne croient pas comment dire, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'un mec comme Zemmour,
ou même des types qui sont relativement sionistes et disons, il y a des termes que je ne peux pas dire, mais disons que Zemmour, lui, par exemple, il est pour l'assimilation. Lui, en tant que juif, ça ne le dérange pas de mettre la République ou la France au-dessus de sa religion et de ses idéaux. Même si on l'a déjà traité le sujet, il ne le fait pas vraiment. Mais lui, ça ne le dérange pas. Et c'est ce qu'il reproche aux musulmans, de ne pas suffisamment s'intégrer par l'assimilation. Mais justement, l'assimilation, c'est cacher ce qu'on est vraiment, donc nos origines, etc., au profit d'un nouveau pays. Sauf qu'en en fait, on ment au peuple de ce pays-là. On leur ment. Vous voyez ce que je veux dire? De même que Sarah Knafo qui vous dit « Ah voilà, je suis une bonne Française, etc. » Et derrière, on se rend compte qu'en fait, bah non, pas tant que ça. Pas tant que ça. De même que Zemmour, pendant des années, moi-même, je pensais que c'était un chrétien, bon voilà. Et puis en fait, un jour, tu découvres qu'il a un petit collier avec les rouleaux de la Torah sous sa chemise, qu'il a 2 frigos. Il a un frigo où justement il y a les produits cachers et les produits non cachers. Qu'à la synagogue, il se fait appeler Moïse. Vous voyez? Mais dans la rue, c'est bonjour, je m'appelle Eric, voilà. Et il reproche aux musulmans de ne pas faire cette hypocrisie-là. Moi, je préfère qu'un musulman soit honnête, qu'il qu'il aille à la mosquée, qu'il s'habille comme il veut. Mais au moins, je sais à qui j'ai affaire dès le début. Sinon, on est... Après, ça m'est personnel, hein, mais c'est vrai que je trouve ça dérangeant. Un mec vous dit bonjour, je m'appelle Eric, ah, j'adore la France, je suis très patriote. Hein. Et puis derrière, on apprend qu'il envoie son fils faire son service militaire en Israël, qu'il a 2 frigos où il met de la bouffe cachère et de la bouffe non cachère, qu'il va à la synagogue, il se fait appeler Moïse, tu vois. Qu'il a fait d'ailleurs avorter sa compagne. Hein. Pas des choses qu'on peut dire beaucoup, mais voilà. Bah, je ne suis pas sûr qu'il se rapproche beaucoup non, effectivement, des valeurs catholiques ou chrétiennes. Celle de donner la vie, celle de tendre la main, non. Non. Donc, quitte à être différent de moi, je préfère que tu le sois dès le début. Ne fais pas le faux semblant. Ne fais pas le faux semblant. Voilà, je suis désolé pour la longue digression, mais pour moi, c'était vraiment important de vous le dire parce que, voilà, c'est vraiment ça. C'est dans le judéo-chrétien, il faut réhabiliter, il faut comprendre tout ce que c'est et tout ce que ça englobe. En commençant par le placer géographiquement. La civilisation judéo-chrétienne chez les Inuits, bon bah ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou chez les chamans, ça n'existe pas non plus. Donc ce n'est pas le monde judéo-chrétien, c'est une civilisation. Et cette civilisation, elle se pratique majoritairement en Europe. Et on nous l'a fait gober en Europe. Mais nous, aujourd'hui, on est plus intelligents que ça. On ne gobe plus ça. Et dans cet essai aussi, tout à l'heure vous parliez de l'antisémitisme, vous parlez aussi de la culpabilité de l'Occident. Tout à fait. Qui a progressivement laissé place à un philosémitisme, justement, à un amour en tout cas présenté comme tel des Juifs, qui a atteint son apogée après le massacre du 7 octobre par le Hamas et qui n'a pas faibli malgré la riposte sanglante de l'armée israélienne à Gaza. Comment vous l'expliquez? Effectivement, c'est assez lent à expliquer, mais je vais essayer d'être très... Vous êtes très forte, d'ailleurs, très pédagogique. Très synthétique. Oui. Effectivement, après l'épisode du génocide perpétré par les nazis, les Occidentaux avaient besoin de restaurer une sorte d'innocence, si vous voulez, parce qu'effectivement, les valeurs dont ils se réclamaient avaient été quand même sérieusement abîmées par le génocide. Et pour cela, donc, ils ont facilité la création de l'État d'Israël, mais pas seulement. Pas seulement. Également, on fait silence sur toutes les dérives de cet État, puisque il ne faut pas oublier que la résolution de 1947 des Nations Unies préconisait la création de deux États, l'un palestinien et l'un israélien. L'État israélien a été créé, a prospéré, l'État palestinien jusqu'à aujourd'hui n'a jamais vu le jour. Et plus encore, il est très loin de voir le jour puisqu'Israël est en train de terminer sa colonisation de ce qui fut la Palestine mandataire. Et effectivement, il y a une espèce de lien maléfique, si je puis dire, entre la nécessité pour l'Occident de faire valoir ses valeurs et la défense d'Israël dans ce qu'Israël aujourd'hui a de pire. On sait que l'État israélien est aujourd'hui gouverné par une extrême droite expansionniste, guerrière, et on sait très bien ce que quelle qu'ait été la tragédie du 7 octobre, on sait très bien que la riposte israélienne va bien au-delà, en fait, d'une vengeance du 7 octobre. Oui. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 morts. Et encore une fois, hein, pour revenir à ça, ce ne sont pas, on est très très loin justement des valeurs chrétiennes.
quand on est dans la vengeance, comme l'a été Tsahal. Je ne vais pas citer les Israéliens, parce que les Israéliens, il y a aussi des civils qui ne veulent pas tout ça. Mais si on prend l'exemple de Tsahal, qui, je le rappelle, était la fusion entre l'Irgun et la Haganah, qui sont deux milices TERRO, hein, voilà, pour ceux qui ont compris. Tsahal qui se venge du 7 octobre et Netanyahou qui dit voilà, on a subi une attaque le 7 octobre, qu'il savait d'ailleurs, il savait, il était au courant, etc. On s'est fait attaquer, on va devoir riposter, et il n'a pas riposté à la même échelle. Hein. Ils ne sont pas venus avec des mitraillettes, une soirée, non, non. Il a bombardé des lieux de culte, des hôpitaux, avec des gens qui se faisaient soigner dedans, sous prétexte qu'il y aurait des terreaux dedans. Hein. Toujours ça, je suis désolé, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes. Jésus apprend bel et bien, aimez vos ennemis, aimez vos amis et vos ennemis, aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Bah, quand on regarde dans les actes ce que fait Netanyahou, on est très loin de la morale chrétienne, on est très loin du message christique même, je dirais. Donc soit au bout d'un moment, on est cohérent et on dit bon bah voilà, effectivement, nous sommes deux civilisations différentes, l'une chrétienne, l'une juive, et on arrête de mentir sur ce judéo-chrétien, soit on dit plus rien, on dit plus rien, on reste dans nos coins. Mais il faut arrêter, faut arrêter ça. Vous savez que depuis la reprise de la guerre, la rupture par Israël du cessez-le-feu, il y a déjà près de 1000 morts. Oui. Comment vous expliquez, Sophie Bessis, vous le dites dans le livre, vous l'avez même dit un peu dans votre autre essai, la lettre que vous avez écrite à Hannah Arendt, je m'en souviens, que les Juifs issus du monde arabe, dont vous faites partie, ont été marginalisés par Israël et peu reconnus dans l'imaginaire collectif occidental. Tout à fait, parce que si l'on prend la naissance du sionisme, en fait, le sionisme, qui est un nationalisme européen de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui s'inscrit dans l'émergence des nationalismes européens. Et donc, le sionisme a été créé, inventé par des intellectuels européens. Et donc, il porte toutes les marques, y compris la marque coloniale d'ailleurs, parce qu'au XIXe siècle, on était en plein impérialisme européen, la marque de cet impérialisme. Et effectivement, ces intellectuels européens qui ont créé le sionisme et qui ont porté Israël sur les fonds baptismaux, si je puis me permettre, oui, évidemment, ont totalement ignoré le judaïsme oriental. Et le judaïsme oriental est une des composantes du judaïsme mondial qui a eu ses intellectuels, qui a eu ses théologiens. Et par la force de l'histoire, disons, les Juifs d'Orient, la Riba, c'est chez moi, c'est en Tunisie, les Juifs d'Orient ont émigré en Israël, mais ont été traités comme des subalternes en réalité, dans l'État israélien, lequel était gouverné par des Juifs d'origine européenne. Donc il y a eu... Et ça c'est très vrai, hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Yvan Attal, vous savez, avec ses propos dans Radio J, présenté par Frédéric Aziza. Et dedans, justement, donc moi je m'étais renseigné un peu avant de faire la vidéo sur la page Wikipédia de Yvan Attal, qui est un réalisateur franco-israélien qui a fait le film Ils sont partout. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il raconte, lui, que ses parents... Donc lui, il est né... il n'est pas né en Israël. Je crois qu'il est né en Algérie, si je ne dis pas de bêtises, ou non, en France, et ses parents sont algériens, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ils sont d'origine maghrébine. Et ils sont partis un moment en Israël, justement pour immigrer d'une certaine manière. Hein. Et en fait, ils se sont fait, eux, en tant que, non pas ashkénazes, mais séfarades, en tant que séfarades, se sont fait justement complètement rejeter, en fait. Ils ont été rejetés par les ashkénazes et les Israéliens, si je puis dire autochtones, bien qu'ils ne le soient pas réellement. On va dire les Israéliens européens. Et c'est marrant, en fait, de voir qu'en fait, justement, il y a même une sorte de différentialisme, une sorte de rejet de la part d'une certaine nationalité. Et c'est assez marrant. Et là, c'est ce que nous retranscrit cette dame-là. Donc, et je pense d'ailleurs que ça conclut bien cette vidéo. Donc voilà, Sophie Bessis, intéressant, mais sans plus. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est bien, effectivement, il faut démystifier le mythe judéo-chrétien, mais le problème c'est qu'elle le fait dans le sens où, pourquoi judéo-chrétien, mais où est l'islam dans ce cas-là? On rejette l'islam. Bah non, moi je pense pas que c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut assumer qu'on est trois civilisations différentes, elles-mêmes qui découlent d'autres, on le voit chez l'islam, il y a le sunnisme et le chiisme, chez les juifs, il y a Ashkénaz, Séfarad, truc, machin, chez les chrétiens, pareil. Donc il faut assumer chacun qu'on est tous des histoires différentes, qu'à un certain moment donné, géographiquement et chronologiquement,
Nous avons été ennemis, nous avons été alliés, nous avons pu faire affaire, nous avons pu, nous sommes fait la guerre. Voilà. Souvenez-vous à l'époque en Europe, quand certains juifs étaient obligés de porter ce qu'on appelle le port de la rouelle. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. De même, souvenez-vous-en quand il y a aussi énormément de musulmans qui ont réduit en esclavage certains peuples nordiques, certains même peuples blancs, et inversement, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est éphémère. Tout est éphémère. Un jour, nos amis sont nos ennemis sont nos amis. Et c'est justement, je pense que la grande leçon de l'histoire, c'est de prendre en conscience et de prendre pleinement conscience de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir justement mieux avancer et pour pouvoir justement prédire le futur. Aujourd'hui, il y a un conflit actuel qui s'appelle le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Regardons dans le passé. Est-ce qu'on veut justement d'un deuxième Auschwitz? Non. Est-ce qu'on veut justement d'un... Non. On ne veut pas d'un autoritarisme. On ne veut pas d'un totalitarisme. On ne veut pas de tout ça. Donc, on règle d'abord. Et évidemment, régler les conflits israélo-palestiniens, ça passe par régler d'autres choses. Et ça passe par exemple par un Trump. Ça passe par un Trump. Un Trump qui essaye de, comme il le peut, même si effectivement, j'en ai parlé aussi dans une vidéo la semaine passée, qu'effectivement ses soutiens financiers sont assez dérangeants à Trump. Mais voilà, c'est quelqu'un qui essaye quand même de... voilà, il essaye plus ou moins. Et d'ailleurs, j'en ferai une vidéo parce que récemment, il a dit quelque chose à propos de Netanyahou. Il avait plus ou moins dit que les NAZIS n'étaient pas si méchants que ça. Donc on y reviendra parce que je pense que ça demande un petit peu plus de profondeur. Mais voilà, il faut prendre conscience du passé pour mieux avancer dans le futur. Et aujourd'hui, il y a bien quelque chose dont on est conscient et dont on a pleinement conscience grâce aux réseaux sociaux, c'est le conflit israélo-palestinien et l'horreur que subissent les Palestiniens. Donc faisons quelque chose. Voilà, faisons quelque chose. Essayons justement d'élever les masses, d'élever les esprits et les âmes pour pouvoir justement mieux réagir et ne pas réagir de manière émotionnelle ou de manière œil pour œil, dent pour dent. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Hein. Je finirai cette vidéo par la phrase de Bouddha. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Voilà. Allez, abonnez-vous, mettez un like. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.